Dans un instant, guerre en Ukraine. Va-t-on vers la paix? Va-t-on vers la fin de cette guerre en Ukraine qui a commencé, vous le savez, le 24 février? Eh ben, dites donc, on voit que les États-Unis, que la France, ils ont plein d'armes à se débarrasser. Hein. Ça arrive en Ukraine en masse. Alors apparemment, j'ai vu un chiffre, peut-être à vérifier, 97 milliards d'armes livrées en Ukraine depuis le début du conflit. C'est quand même pas rien. C'est beaucoup d'argent, mais pourquoi en fait? Et où vont atterrir toutes ces armes? À quelle destination? Est-ce que Poutine, qui a lancé quand même un appel à la négociation, est-ce que les Ukrainiens sont prêts à négocier, à accepter? Est-ce que 2023 sera l'année du règlement de ce conflit? On en reparle dans un instant avec vous, tous, au 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF en ce jeudi 29 décembre. J'espère que vous allez tous bien. C'est parti jusqu'à 18h avec vous. Autour de cette table, une belle brochette aujourd'hui pour terminer. Ces 2 dernières émissions vont être bien remplies d'ailleurs, je dois vous le dire. Aujourd'hui, Kader Chiban qui nous fait le plaisir de revenir parmi nous. Hein, il a un peu retrouvé l'adresse du studio. Notre conseiller régional de Europe Écologie Les Verts. Henri Pémo, élu d'opposition du côté de l'île Saint-Denis. C'est ça, Henri? L'opposition à quoi? Donc on a un élu de gauche et l'autre il est opposant à quoi? À la droite, à la gauche? À l'extrême gauche, on va dire. Voilà, donc gauche, extrême gauche. Audrey Prodesti, Mam, la belle histoire, Tarek Mami. Tout d'abord, avant de parler de l'Ukraine, je voudrais faire un petit point. Nous parlions lundi du tourisme en Algérie. Nous avons appris une excellente nouvelle hier des autorités algériennes qui, pour ouvrir le tourisme en Algérie, dans la particularité du Grand Sud algérien. Sachez que si vous partez, par exemple, faire un road trip du côté du désert algérien, eh bien, vous pourrez avoir votre visa sur place si vous passez via une agence. C'est une excellente nouvelle que l'on salue en tout cas. On en parlait lundi, donc on se posait quelques questions. Bien voici, chose faite et annoncée hier par les autorités algériennes. Donc pour aller faire du tourisme en Algérie, si ça vous dit, voilà, allez découvrir ce bel endroit qui paraît-il est un des plus beaux au monde. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de le faire via des agences qui sont agréées, qui travaillent bien sûr pour développer ce secteur du tourisme en Algérie, la réouverture de cette partie d'Algérie. Henri, ça te donne envie d'y aller, non? Ouais, clairement. Bah ouais. Si le pays s'ouvre, c'est super pour découvrir. Et puis j'espère que ça permettra aussi aux journalistes de CNews d'aller découvrir pour dire peut-être un peu moins de conneries à l'antenne. Ah, c'est pas mal. Je sais pas s'ils sont invités. Hein. Je ne suis pas renseigné, mais je crois pas. Hein. C'est pas prévu au programme. Ils n'ont pas leur visa, je crois. Alors, le visa, justement. Alors, donc, attention, faut être très clair. Il ne s'agit pas d'aller en Algérie et puis d'avoir son visa sur place. Non, ça concerne uniquement cette partie du sud Algérie. Et il faudra, évidemment, c'est pas tu prends ton avion tout seul et on te délivre ton visa. Non, il faudrait que tu passes par une agence de voyage qui organise ce type de voyage, quoi. Voilà. Christophe, rapidement sur les visas en Algérie, c'est particulier. Je connais pas les chiffres, mais la plupart de ceux qui ont des visas, c'est des franco-algériens. C'est un peu ridicule cette histoire de visa. C'est-à-dire que comme ils font pas les passeports algériens, ils prennent des visas. On est dans une histoire un peu où on marche un peu sur la tête. Ah non, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui vont, enfin des Français. Il y en a beaucoup, faudrait qu'on regarde. Des Français qui vont travailler là-bas ou qui vont faire des séjours ou qui vont voir de la belle famille, par exemple. Voilà. C'est vrai aussi. Bah oui, Kader, voyons. Des amis aussi. Des amis, voilà. Et tiens, il y a un célèbre youtubeur qui est en ce moment en Algérie, qui s'appelle Ben Enco, qui sera d'ailleurs notre micro dès qu'il revient, là, il est en train de kiffer. Et il a eu un visa de 90 jours, il a traversé l'Algérie quasiment, pratiquement du nord au sud, voilà, par ses propres moyens, avec son sac à dos. Et voilà, il nous racontera de ces belles images. Tarek Mami, on en parlait lundi, c'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai réagi sur Twitter personnel, pas le Twitter de la radio, mais mon Twitter personnel, pour dire que j'ai détourné en fait la formule de publicité qui avait été faite il y a 20 ans, il y a 30 ans par Sony. Sony avait fait une super publicité, vous en avez rêvé. Sony l'a fait. Sony l'a fait. Ah oui. Et puis moi, j'ai écrit que je l'ai souhaité lundi 22. J'apprends que c'est réalisé le 28, 2 jours après. Et je rajoute, avec un brin d'humour, merci à l'auditeur qui a bien voulu transmettre, à qui de droit,
pour que ça se fasse. Ouais. Bon, alors. Eh, comme quoi, hein, France Maghreb, ils sont écoutés La par force les de hautes autorités persuasion, algériennes. ouais, Enfin, attention à ce que je dis. Ouais. Et un peu les Françaises aussi, parce que les Françaises aussi. Macron a réglé le problème du visa. Or, moi, je cours derrière lui chaque fois qu'il part quelque part. Je n'ai qu'une seule question, les visas au Maghreb. Donc, peut-être C'est vrai. que... C'est un scandale, les visas. Non, mais Bon. peut-être Pegasus sert à tout le monde, hein, Ah, allons savoir. avec les mots-clés. Bon, alors, vous le savez, on avait commencé cette année avec une guerre, et une guerre voilà, importante, une guerre qui a fait beaucoup de mal, beaucoup de victimes. C'est la guerre en Ukraine, évidemment, vous le savez, le 24 février, avec une Europe et des États-Unis qui ont été, depuis le début, évidemment, avec 100% l'Ukraine. On a tenté d'isoler la Russie. Justement, toutes ces questions, elles sont importantes. Aujourd'hui, tiens, Tarek Mami, pour commencer, je crois que vous êtes très avisé sur le sujet. Est-ce que là, on arrive à la fin d'un cycle? Alors, on arrive à la fin d'un cycle, mais pour moi, ce n'est pas le cycle de la fin de la guerre. C'est le cycle que les Américains et les Russes ont fini par se comprendre. Pourquoi se comprendre? Pour les Américains, la Russie allait mettre un pied à genoux pour commencer les négociations, avec toutes ces armées et tout cet argent qui arrive et tout ce blablabla médiatique qui ne marche qu'en Europe et qu'en Occident, qui ne marche pas dans le reste du monde. Et on voit que Poutine, non seulement ne met pas à genoux à terre, mais surtout, Lavrov, son ministre de l'Affaires étrangères, il dit si monsieur le Président, ça va me revenir, Zelensky ne se met pas à la discussion, bah c'est l'armée qui réglera le problème. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils disent nous, on veut négocier, Ouais. il faut accepter nos conditions. Voilà. Sinon, quoi, l'armée se réserve la De teneur de la régler la réponse. question. Alors, deux petits mots avant de laisser la parole à mes collègues. Vous avez dit, cher Christophe, qu'il y a plus de 97 milliards de dollars, disons 100 milliards. On a été tous vérifiés ensemble. Si vous êtes assis, le chiffre que les États-Unis ont versé en Europe en 1945 pour reconstruire l'économie de toute l'Europe, c'était 13 milliards de dollars de l'époque. Bon, on me dit que si on convertit, ça serait 145 milliards de dollars. Je dis juste, est-ce qu'il mieux vaut verser 13 milliards, 145 milliards pour construire quelque part en Europe et en Afrique, avec tout ce qui se passe, ou 100 milliards qu'on jette pour les armes, parce que vous l'avez si bien dit, cher Christophe, c'est pour débarrasser des vieilles armes et pouvoir trouver le prétexte pour en construire un nouveau. Ouais, et Nouvelle, sachez que excusez-moi. notre ministre des Armées était en Ukraine hier. Hein. Ouais. Il est arrivé et il a livré de nouvelles armes. Et d'ailleurs, il y a des généraux de l'armée française qui se posent la question, mais on est en train de nous désarmer pour armer l'Ukraine. Ça devient inquiétant. Très intéressant ce que vient de dire Tarek Kader. Il vient de dire, voilà, la Russie et les États-Unis commencent à se parler, à se comprendre. Sauf que pour moi, il y a quand même quelqu'un qui est quand même un peu mis hors de course et qui est quand même la première, pas victime, mais en tout cas qui va en subir les conséquences, c'est l'Europe. Oui, mais tu as raison. Mais je pense que depuis le début, finalement, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Bien sûr. On s'est rendu compte de ça, que l'Ukraine, ils sont en plein milieu, que l'Europe, elle a le cul entre deux chaises et on se rend compte que c'est une puissance économique, mais pas une puissance militaire. Et on est à la traîne des États-Unis comme toujours. Là, tu dis que le ministre français, oui, il a attendu la visite aux États-Unis, la grande visite aux États-Unis pour aller en Ukraine. Symboliquement, c'est quand même on est à la traîne. Ça veut dire bien il y a le président de la République Zelensky ne fait pas un voyage aux États-Unis. Il est exfiltré de son pays par l'OTAN pour arriver donc à Amsterdam, je crois, à Pologne et Amsterdam, pour faire un voyage et il est exfiltré pour rentrer chez lui. C'est dire son autonomie, sa souveraineté chez lui. L'Europe, elle a un petit chemin, elle a un chemin diplomatique. Je ne comprends pas pourquoi, moi je serais Macron, j'utiliserais mais à 1500%. C'est-à-dire qu'il est dans l'OTAN, il est enfermé par les États-Unis. On est d'accord. Le seul truc, c'est... Ouais, mais le seul truc quand même, ma diplomatique, on ne peut pas le reprocher. À la limite même d'aller en Russie, d'aller voir Poutine, trouver des solutions. Mais c'est de la poudre aux yeux, tout ça. Moi, je serais ça. Je serais européen. Je suis bloqué entre les États-Unis, voilà, des alliés, il y a des trucs. Je cherche la paix pour les peuples, parce que nous, on veut la paix. Je pense que tout le monde a intérêt. Qui a intérêt à faire la guerre, à part ce que vous l'avez dit tout à l'heure, les industries, les géopolitiques, mais les peuples. Mais est-ce que finalement les États-Unis et la Russie s'entendent pas pour dire finalement on va isoler l'Europe? Pour moi, pas la Russie. Moi, je parle trop sur cette question parce que vraiment, je travaille dessus depuis le 24 février, comme vous dites, cher Christophe. Pour moi, les États-Unis avaient deux objectifs. Ils ont obtenu un, presque à 100%.
et ils pensent pouvoir obtenir l'autre sans l'obtenir. Le premier, c'était d'affaiblir Poutine. Ça ne marche pas, même si c'est très difficile pour l'économie et pour la situation, l'image de la Russie en Occident et tout ça. Mais le deuxième objectif, et le plus important pour moi, c'est que les États-Unis ont vu l'Allemagne trop se rapprocher de la Russie. Certains pays européens trop vouloir faire des choses avec la Russie et appliquer la belle phrase du général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'oral. Et donc, ils ont compris très vite que si ça marche comme ça, c'est les États-Unis qui vont être isolés chez eux là-bas. Et donc, ils ont tout fait pour resserrer les rangs des Européens entre eux, mais sous l'auspice et sous la direction américaine. Et ça, les ça grands marche. gagnants, en fait, c'est les États-Unis, quoi. Voilà. Oui, et ça marche. Ouais. Puisque aujourd'hui, la France et d'autres pays achètent le gaz américain Tout 2 à à fait. 5 fois Justement, plus c'est ce que cher, j'allais plus dire. cher, Plus cher. que le gaz russe. Ouais. Donc, où est l'intérêt de l'Europe qui va acheter un gaz 3 fois plus cher, elle qui se bat pour l'écologie, pour tout le cinéma. Et donc, cette guerre, pour moi, n'est pas une guerre contre la Russie, n'est pas une guerre pour l'Ukraine, elle est une guerre pour contrôler l'Europe par les États-Unis. Oui, et au-delà de Audrey. ça, ne jamais perdre de vue, sans faire de l'anti-américanisme de base, il faut quand même être conscient que les Américains ont toujours participé dans un conflit quel qu'il soit. Là, je vais au-delà du conflit avec l'Ukraine et la Russie. S'ils n'ont pas d'intérêt, ils n'y vont pas. Donc voilà, après on peut se poser la question pourquoi la France n'intervient pas sur le plan martial, enfin au niveau de l'armée. De toute façon, il n'a aucun intérêt, ne fera pas le poids. Et puis T'as même bien, si... l'île des armes, hein. Oui, non, mais même s'il voulait agir au nom de l'OTAN, il faut savoir que l'OTAN, faut pas se mentir, c'est une entité qui a une voie et un objectif défensif à la base et pas offensif. Donc, il faut quand même en fait être conscient de l'origine de tout ça. Donc maintenant, si on revient au conflit entre l'Ukraine et la Russie, je suis assez d'accord avec Tarek. C'est peut-être un cycle, la fin d'un cycle, peut-être, mais je ne pense pas que ce soit la fin du conflit. C'est la fin d'une bataille, mais pas de la guerre. Clairement, quand on Si on peut entend résumer. Sergueï Lavrov, il n'a pas l'air d'être super... Inquiet. C'est quand même un diplomate, quoi. Voilà, il Ouais. n'est pas inquiet. Voilà, il est très clair. Il explique très bien que... il le dit dans ses déclarations. J'allais dire l'URSS, vous voyez, j'ai fait un lapsus linguique qui est très révélateur. La Russie, selon lui, atteindra ses objectifs tranquillement. Et puis, s'il faut il va avoir recours à l'échelle supérieure, ils le feront. Et puis voilà, Tiens, donc, je pense pas que c'est la fin. J'en profite pour Malheureusement. tacler deux, trois amis qui m'ont envoyé hier sur WhatsApp la fermeture d'une radio en Algérie, etc., etc. J'ai envie de dire que effectivement, alors la démocratie aussi en Europe est pas mal non plus. Je rappelle qu'on a fermé des médias russes aujourd'hui en France, en Europe, Russia Today par exemple, et d'autres. Voilà, donc franchement les donneurs de leçons. Voilà. Alors Henri Pémo sur la situation, sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, quel est un petit peu ton regard? Comme mes collègues, je pense Ouais. qu'on est rentré dans une nouvelle phase. Une Ouais. nouvelle phase parce que, et je vais peut-être être un peu plus mesuré que mes collègues, je pense que... C'est bien c'est ça. bien. Non, C'est mais- bien, parce c'est que- bien mon parce Henri. que Je je te pense- salue là. C'est normal, il est contre l'extrême gauche. On en reparlera. Mais je pense que le problème pour Poutine, c'est le problème du temps. On le sait, à partir du moment où il avait commencé cette guerre-là, il fallait que ce soit une guerre très rapide C'est clair, ouais. et même éclair pour qu'on puisse avoir la victoire espérée par Poutine. Plus le temps avance, plus cela joue contre lui. Évidemment, il a fait beaucoup de mal à l'Europe. On le voit notamment en termes de crise économique, avec les tunnels, le gaz qu'on rachète aux États-Unis. Mais pour autant, je pense que le temps joue contre Vladimir Poutine. Donc là, il a tout intérêt à commencer à négocier. Et c'est là la petite étoile, c'est à quel prix ? À quel prix pour l'Ukraine ? Est-ce que l'Europe arrive à jouer justement dans cet îlot diplomatique et de se dire qu'on reste intraitable par rapport au territoire de l'Ukraine ? Ou bien, et là je reviens par rapport aux États-Unis, les États-Unis qui ont juste leurs intérêts se disent on donne ce que la Russie veut et on arrive à museler l'Europe. Parce que derrière, pour les États-Unis, en fait, c'est assez simple. C'est
de toujours continuer d'être le gendarme mondial, parce que en fait, ils s'en foutent complètement, excusez-moi le terme, de l'Europe. Ce qui se joue, c'est, on va dire, un jeu à 3 bandes entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Oui, c'est finalement, au travers de ce conflit, Tarek Mami, c'est un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Alors on peut dire, sans exagération et sans être d'extrême gauche ou d'extrême droite, De bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest. Oui, non, mais c'est factuel, là, ce qu'on dit. c'est hein. factuel. Bien sûr. C'est-à-dire, quand vous passez aux Nations Unies pour voter une résolution pour mettre à l'index la Russie de Poutine, l'agresseur apparent. Le dictateur, comme certains On l'appellent. peut expliquer que la guerre comporte plusieurs étapes et qu'on peut être agresseur pour ne pas être agressé, mais ça c'est une autre histoire. Et vous avez sur l'écran qui s'allume donc dans la résolution, les pays qui votent pour, c'est l'Europe en majorité des 27, sauf la Hongrie, le Canada, l'Australie et les États-Unis. Et vous avez tout le reste qui ne s'exprime pas. D'abord la Chine et l'Inde et l'Iran qui ne sont ni pour ni contre, mais bien au contraire. Et puis la Chine, ils sont quand même concentrés sur Taïwan. Là, c'est Non, encore autre non, mais chose. sur sur ce vote-là, D'accord. tous les pays de l'Afrique, l'Arabie Saoudite, qui est entre les mains des Américains, et tous ces pays qu'on pensait contrôlés par les Américains. Et je crois qu'au premier vote, même Israël serait tenu. Le message est clair, on est passé d'un monde unipolaire qui est né en 1989, avec la chute du mur de Berlin, parce qu'il y avait un monde multipolaire de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 89. De 89 à aujourd'hui, on est passé unipolaire américain, et depuis le 24 février, on repasse à un monde multipolaire, parce qu'il y a plein de regroupements. Et je conseille vraiment aux auditeurs de France Maghreb 2, on a un long week-end pour faire la fête, mais aussi pour lire un petit peu. Le nom est difficile à prononcer, mais allez lire le dernier texte d'un certain Brzezinski. Ouais. Je répète, Brzezinski. Brzezinski, c'est un peu le Kissinger en plus jeune. Pendant des années, il a conseillé tous les chefs d'État américains. Il a conseillé aux Américains, avec le pape, de faire donc éclater l'Union soviétique, ce qui est arrivé, en disant tout de suite après, il faut qu'on mette la main sur l'Ukraine, parce que quand on retire l'Ukraine de la Russie n'est plus rien. Et ce monsieur, cher Christophe, j'en termine là, disons 3 mois avant de mourir, lui qui avait écrit le livre Le Grand Échiquier, écrit un petit texte de 3 pages qui dit « Retirer l'Ukraine à la Russie serait une erreur fatale ». Ce qu'il faut combattre, c'est la Chine, parce que quand vous avez 2 ennemis, la Chine et la Russie, vous devez choisir l'ennemi le plus fort, le plus dangereux pour vous, c'est donc la Chine. Et dernier point, il faut que les États-Unis tiennent le dollar, parce que le jour où le commerce international n'est plus au dollar, il n'y a plus d'impérialisme américain. Donc Brzezinski, et j'allais dire, mais c'est vraiment un plaisir, on peut ne pas être d'accord avec moi, on peut ne pas être d'accord avec Brzezinski, mais il faut lire ce texte. Alors, dans un instant, on va parler du traitement médiatique maintenant vu de France, de ce conflit. Il est quand même assez... Manichéen. oui, Oui. c'est partial, c'est Manichéen. manichéen. Ouais, manichéen. Oui, j'aime bien. Allez, manichéen. Bah, oui. Effectivement, on en reparle dans un instant, avec notamment des rédactions qui, pour moi, ont choisi leur camp dès le début, hein, d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de suiveurs dans ce traitement, justement, en fait, de la guerre en Ukraine avec les médias français. Très peu d'analyses un peu différentes, ou alors il faut aller chercher, je dois le dire, un petit peu à droite, voire même à l'extrême droite, pour avoir un son et un ton différent de ce traitement d'information. C'est bien dommage, on en reparle dans un instant avec vous. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Audrey Prenesti, Henri Pémo, Kader Chiban, Tarek Mami, Imam sont avec nous aujourd'hui. Vous, auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. On a un peu parlé de cette guerre en Ukraine. Est-ce la fin? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est plus vers la fin d'un cycle, mais pas forcément vers la fin de ce conflit en tant que tel, où il faudra encore attendre un petit peu. Je vois juste une petite réaction quand même de Tarek Mami sur ce qu'a dit Henri Pémo, qui me paraît intéressant. Est-ce que le temps joue contre Poutine?
J'ai pas l'impression, moi. Ah ben, Moi non plus. je veux pas tacler. Non, mais si, allez-y. Non, mais je taclez, veux on est pas là pour tacler ça. Débat. la Si, personne qui est à ma droite, mais je veux dire, c'est à force, excusez-moi, hein, je le dis, mais en toute amitié, à force de lire tout ce qui s'écrit dans le monde, et y compris dans Mediapart, que beaucoup prennent toujours pour un repère de gauche, de centre-gauche contre l'Ukraine et contre Poutine et contre Poutine dans cette guerre, dans cette lecture. Et effectivement, moi je dis sans prétention qu'il faut pouvoir résister intellectuellement à ces vagues qui arrivent. Et des fois, vous savez, on reproduit un mot. Moi, j'assiste beaucoup à des réunions, on appelle ça les off Oui. de la présidence, des ministres et tout ça. Et j'ai écrit un jour dans un groupe où on me connaît un peu et je ne risquais pas de me faire rabrouer. Pourquoi attendre qu'on fasse les briefs pour répéter ce que nous disent les conseillers des ministères en nous disant que c'est du off et qu'il ne faut pas donner la source. Mieux vaut qu'on leur donne une colonne dans nos journaux et quelques minutes dans nos radios pour qu'ils s'expriment directement, même sous le sceau de l'anonymat. Oui. Et donc c'est pour ça que je pense que Poutine aujourd'hui n'est pas en train de reculer ou de perdre, parce que on dit Poutine, comme on disait il y a quelques années, le régime algérien, c'est-à-dire qu'on estime que le système repose sur un homme. Ce n'est pas le cas, parce que derrière Poutine, il y a des gens encore, j'allais dire, pour faire plaisir à certains, encore plus fêlés que Poutine, s'ils arrivaient eux au pouvoir. Oui, c'est Peut-être clair. Christophe, juste Oui, pour Henri. préciser rapidement, je ne dis pas que le temps va faire perdre Poutine, c'est différent. Je dis que le temps ne joue pas pour Poutine, dans le sens où, dans la stratégie qu'il avait, c'était quand même de très rapidement prendre les territoires qu'il souhaitait à l'Ukraine. Plus le temps avance, plus on voit que on a d'autres belligérants, même s'ils étaient déjà officieusement dans ce chantier-là, où on voit les États-Unis, la France et même d'autres pays qui beaucoup plus facilement arrivent à communiquer sur les livraisons, Justement, d'armes. je vais rebondir là-dessus. Et à côté de ça, et je pense que c'est quelque chose à voir de manière importante, c'est que même si la Russie nous a affaiblis Européens d'un point de vue économique, on est obligé de trouver des alternatives. Et plus on trouve d'alternatives, moins ça donne aussi de la force d'un point de vue économique à Vladimir Poutine. Tout ça pour dire que ça ne veut pas dire que Poutine a perdu la guerre, mais je pense que plus on avance, plus il y a des alternatives qui arrivent d'un point de vue économique, plus aussi on a de belligérants qui arrivent officieusement ou officiellement, et qui fait que Vladimir Poutine, il ne sera pas dans la même position de force qu'au début du conflit. En tout cas, ce n'est que mon point de vue Justement. très personnel. Il y a juste un point qu'il faut aussi observer, ce qui est très intéressant, c'est justement, tu parlais de la communication, tu l'as survolé, mais c'est fondamental. Parce que tu vois, Zelensky qui est à fond dans la communication, qui est perpétuellement en train de communiquer tous les jours, c'est en permanence, et à côté, on a en face, enfin pas plutôt, pas à côté, en face, on a Poutine qui cherche à intimider en parlant d'une potentielle, le potentiel usage de l'arme nucléaire, mais quand on écoute quand même certains experts, et c'est quand même intéressant, il y a des bons et des mauvais côtés, effectivement, d'avoir toujours le même prisme, toujours le même angle, et ça, c'est regrettable, mais quand on écoute certains experts, et là, c'est quand même important de les écouter, quand ils disent que... alors moi, je suis vraiment pas experte pour le coup, donc je vais pas ressortir des choses quand je suis pas sûre de moi, mais ils parlent de la dernière potentielle arme nucléaire, mais quand on se penche sur la question, physiquement, c'est impossible. Donc, à un moment donné, la communication, elle est faite aussi pour faire paniquer les gens, d'un côté comme de l'autre. Donc, voilà, c'était juste un petit exemple. Mais, merci pour cet exemple, Audrey. Voilà. Docteur est avec nous, 01 40 39 000, notre docteur syrien. Bonsoir, docteur. Oui, bonjour, mes amis, à tout le monde. Donc, joyeuse fin d'année, avant tout. Donc, là, monsieur Mami, mon meilleur ami, il va le dire, il est devenu normand, le docteur. On coupe la poire en deux. En fait, il s'est rattrapé, le monsieur là de la gauche, à propos du temps. En fait, en un mot, actuellement, malheureusement, on ne peut pas parler de Troisième Guerre mondiale, mais comme si, là, après vous me corrigez, mes amis, la guerre qui ne dit pas son nom, de nouveaux alliés, effectivement, là, il s'est rattrapé, le monsieur de la gauche, j'ai oublié son nom. Il a dit oui, Je me suis peut-être mal exprimé, peut-être la première fois. Oui, j'arrive. Les plus grands perdants sont nous, en Europe.
Ça, c'est Ça, oui, on certain. est tous d'accord. On est tous d'accord. L'industrie capitaliste américaine, en plein, il travaille. Après, il y a de nouveaux alliés, mes amis. Regardez, qui disait encore il y a 2-3 ans que BSM, Mohammed Ibn Salman, il a dit non, on touche pas à la Russie. Le pétrole, c'est notre allié. Mais c'est incroyable. Israël, actuellement, il est en neutralité totale. Moi, je suis les trucs. Israël en neutralité. Ils disaient bonnet blanc, blanc bonnet. Ils veulent pas s'en mêler. Parce qu'ils ont d'autres projets. Les Turcs, ils ont grand intérêt de devenir de grands, actuellement, négociateurs des deux côtés. En fait, moi, je deviens macroniste, là, et je mesure chaque terme, mais pas pour la politique sociale. Ah, bah, bravo. C'est une maladie, hein, attention. Non, pas du tout. C'est pire que Monsieur le Covid, Macron, hein. c'est un des Pour une trois fois qui qu'il y en a connaissent quelqu'un le secret qui de se- cette, malheureusement, guerre. Il y a Monsieur Poutine, il y a Monsieur Biden qui n'est pas sûr de renouveler son mandat. Enfin, ça arrive au regarde bout, d'ailleurs. les Américains. Et notre grand président, malgré sa jeunesse, Monsieur Macron, qui veut négocier dès le début, sait ce qu'il fait. Il sait des choses qu'on le saura peut-être, je ne serai pas en vie d'ici 20-30 ans. Il va dire des choses dans des livres, ce qui s'est passé. Donc, actuellement, le temps joue contre l'Europe réunie. C'est pour cela les Hongrois et compagnie actuellement essaient de se mettre à côté. Et le gaz, le pétrole, il est encore les meilleurs deniers qui rentrent en Russie actuellement. Parce que les pays du Golfe, qui ont mal réussi leur boycott du gaz avant la mort de feu Faisal en 75, par là 74, il me corrigera monsieur Tariq Mami, actuellement ils sont en train de s'unir en pétrole et en gaz, y compris l'Algérie, pire que l'Algérie, les pays du Golfe. Donc actuellement, heureusement qu'on a un sage qui essaie d'arranger les choses. Mais le temps joue contre nous tous, surtout en Europe, à mon avis. Merci, docteur. Kader. Oui. Macron, grand homme de la diplomatie. Malheureusement non. Mais où je suis d'accord avec lui, Oui. les grands perdants, c'est les Européens et nous, la France, hein, si on est au cœur. Les grands gagnants, pour l'instant, c'est les Américains. Ils font toujours la guerre en dehors de chez eux. Ils sont forts, les Américains. Hein. Ils font toujours la guerre en dehors de chez eux. C'est quand même fort. Hein. Et ils vendent des armes. Et après, Russie, c'est match nul, balle au centre. Et Poutine, Henri, il a pas. Je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que Poutine, le temps quand même, comment il va sortir par le haut de cette histoire, Poutine? Bien, à un moment donné, c'est un grand homme, il a une armée importante, il pensait gagner rapidement, c'est plus compliqué que ça. Il n'a pas perdu, il a raison, il n'a pas perdu la face, mais il faut toujours sortir par le haut. Et moi, je pensais que Macron, la France, c'était... Voilà. Mais je crois que les États-Unis ne laissent pas faire. Ça ne les intéresse pas. Ben oui. Aucun poids, la France. C'est exactement ce que j'allais dire. La France, elle a quand même un aura dans le monde. Une aura. Elle n'a pas. Il faut que je prête mes lunettes à mon docteur préféré. Non, mais politiquement, vous rappelez le discours de Villepin par rapport à la guerre en Irak. En Irak. Ça veut dire qu'elle a une voix. Elle n'a pas un poids politique qu'a la Russie ou qu'a les États-Unis, mais elle a une voix, la France. C'est ça la force de la France. Elle avait. Elle pourrait avoir une voix. Non, elle a toujours une voix. Ouais. Je pense qu'elle a une voix. Tarek, il y a une chose aussi importante, docteur, il faisait référence, c'est la Turquie, et on savait qu'il y a des élections en Turquie en 2023, en 2024 ou 2023, je sais plus. 23. Et élection présidentielle. Erdogan est en train de faire quelque chose d'intéressant, il est en train de régler le problème avec la Syrie. Il y a eu une réunion il y a 2 jours entre les ministres de la défense turcs, syriens et russes, et ils sont ressortis visiblement avec... assez satisfait de cette réunion. Il semble que cette problématique avec la Syrie semble presque résolue, et ça c'est une bonne chose pour la Turquie. Alors pas tout à fait, en fait il y a 2 éléments. Le premier élément est le président turc Erdogan est en fait le vrai dirigeant dans le sens oriental du terme, parce qu'il joue sur tous les tableaux, et que jusque-là, ça lui a réussi. Ouais. Donc, et il attaque les Américains, il achète les armes chez les Russes. Il attaque les Israéliens. Il attaque les Israéliens. Après, il remet les relations complètement comme il faut. Il faut le suivre. Oui, il faut suivre. Et puis après, c'est lui qui négocie le départ des bateaux du blé ukrainien. C'est lui. Et ça passe par chez lui. C'est sa police à lui qui contrôle. Donc, il joue un rôle... Si on est contre lui, un rôle trouble, et si on est pour lui, un jeu politique très intéressant, habile pour ses intérêts à lui perso, pour les intérêts de son pays. Mais la deuxième chose, sur l'histoire de la Syrie, alors je vous livre un secret de polichinelle, c'est les Russes qui lui ont dit, on ne peut pas venir vous soutenir partout,
Et vous contestez notre politique en Russie, parce que qui fait la guerre en Russie avec le président Bachar? C'est l'armée russe, et d'ailleurs Poutine le dit clairement. Nous profitons de l'expérience acquise par nos soldats en Syrie pour faire sur terre, pour faire la guerre en Ukraine. Et à 3 reprises, Erdogan annonce qu'il va rencontrer le président syrien. Et à 3 reprises, le porte-parole du président syrien, il dit « je ne le rencontre pas et je ne veux pas le voir ». Et donc là, il repasse par la case Russie, et Assad et Poutine et lui-même ont accepté de faire rencontrer les 3 ministres de la guerre militaire. Et la déclaration aujourd'hui du ministre, alors Sübülin, du ministre turc, nous devons quitter la Syrie, on est content. Nous quitterons la Syrie quand la stabilité de la Syrie reviendra. Donc, 1 an, 10 ans, 50 ans, Oui, et c'est ce que j'allais dire. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, pour terminer, Erdogan est un homme habile au milieu des gens qui ont pris des positions tranchées dans un sens ou dans l'autre. En même temps, il n'a pas trop le choix. La Turquie qui a quand même un poids à peser dans cette histoire. Dans un instant, donc, le traitement de la presse française vis-à-vis de ce conflit en Ukraine. Petite information, Tarek, je vous la donne, telle qu'elle m'a été donnée. Un président du Maghreb s'apprête à décoller direction Moscou. Voilà. Ah bah, alors vous prenez le Maghreb. Suivez mon regard. Vous prenez le Maghreb, vous regardez à droite, c'est pas celui-là. J'ai dit un président. C'est au centre. L'Algérien. Non, c'est pas algérien. Déjà, t'as dit un président. Non, mais oui, il y a déjà, deux présidents. Oui, il y a 2 présidents. C'est le centre. C'est plus simple de partir au centre. D'ailleurs, hier, on avait notre ami Philippe Bouraki, que je salue. Aujourd'hui, il est président de l'écologie au centre. Au centre. Tout se termine au centre. Voilà, tout se termine au centre. Finalement, comme quoi. Allez, dans un instant, on y revient avec le traitement, et puis on va parler de ce dérapage sur CNews aussi. Le LGF sur France Maghreb 2. Alors, on va évidemment parler, pour terminer sur ce conflit, on en reparlera un petit peu demain, puisqu'on va un petit peu faire une espèce de rétro demain. On va prendre 4 grands événements, évidemment, on en reparlera avec nos débatteurs, puisque vu le monde qu'il y a demain, ça sert à rien de mettre 50 000 sujets sur la table. Et puis vous, auditrices, auditeurs, vous pourrez évidemment nous appeler pour nous dire ce qui vous a marqué pour cette année 2022, quel est l'événement, alors, politique, ou personnel d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que la politique dans la vie, au contraire, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, ça peut être le mariage, ça peut être aussi un divorce, un soulagement pour certains. Voilà, donc ça peut être toutes ces choses-là, vous pourrez nous appeler évidemment en toute tranquillité demain. Avant de parler du traitement médiatique de ce conflit en Ukraine, Méziane est avec nous. Papy Méziane, ça va? Oui, ça va, salut Christophe. Ça va? Il y a du monde avec toi ou tu es tout seul? Bah écoute, je sais pas, t'as écouté la radio ou t'écoutes quoi là? Écouté. Mais je vous salue quand même, tous, autant que vous êtes. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, Méziane? Non, j'aurais seulement voulu vous poser une question, si vous permettez. Voilà, la situation, c'est que je voudrais aller visiter Jérusalem, mais je suis de nationalité algérienne. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Alors, je vous donne non pas la clé, mais la solution. Les Israéliens, quand quelqu'un arrive avec un passeport d'un pays non ami, not friendly, comme disent les Anglais, on vous demande est-ce que vous voulez qu'on vous mette le tampon sur le passeport ou sur une feuille volante qu'on accroche sur le passeport, et les jours de la sortie, on enlève la feuille. Moi, quand j'ai visité Jérusalem la première fois, je n'avais pas encore, il y a un bail, dans la société française, donc je n'avais encore que le passeport tunisien, et on m'a dit ça, et puis moi, casse-pied, casse-tête, je leur ai dit, vous imprimez où vous voulez, je m'en fous, et il m'a dit, non, pour les Tunisiens, on fait la feuille, ils m'ont fait la feuille, je suis resté une semaine, et quand je suis parti, il a enlevé la feuille, et je suis sorti. Et depuis, j'y vais avec un passeport français. Nous dit, moi je suis algérien. C'est ça le problème. Non, mais ils s'en foutent. Au contraire, pour eux, toute personne qui vient d'un pays dit hostile est une prise de guerre. Parce qu'ils pensent que quand ils vont voir de la modernité, entre guillemets, et plein de choses, ils risquent de dire non, ce que vous dites sur Israël, c'est une connerie. Donc, il n'y a aucun problème. Le conseil que je vous donne, si je devais ouvrir une agence de voyage comme beaucoup en ce moment, alors eux, ils ouvrent les agences de voyage, et je suis méchant, pour aller en Algérie. Et moi, j'ouvre cette agence de voyage. Passez par la Jordanie. Donc, faites Paris-Amman. À Amman, vous avez le pont Allenby
pour traverser, pour rentrer en Israël. Alors, Et juste ça vous pour finir, permet de s'il vous plaît, découvrir pour finir. la Jordanie, Amman, et aussi Magnifique. le pont Allenby, et aussi d'aller jusqu'à Jérusalem. C'est 40 D'accord. km de Alors, frontière. alors, monsieur Mami, Christophe, et puis les autres chroniqueurs, dont j'ai pas retenu les noms, parce que j'ai pas écouté. Alors, est-ce que, par exemple, mon Audrey, fils, qui lui a la nationalité française, est-ce que lui, ça lui posera pas de problème? À qui? À mon fils. À ton fils? Mais non, Oui, pourquoi lui, tu veux qu'il y ait des il est de problèmes? nationalité française, il est né en France. Mais Non, non, il n'y a en pas de France, problème, les Méziane, Français, y a t'inquiète pas de pas, tu problème. peux y aller, va à Jérusalem, va à Jérusalem. C'est magnifique, voilà. C'est beau. Sauf, je vais vous dire un truc. Méziane, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'aller à la Mecque, d'aller à Kérouan, d'aller à Bagdad, d'aller à Jérusalem. Et quand vous arrivez à Jérusalem, vous avez quelque chose de spirituel, même quand vous n'êtes pas croyant, même quand vous n'êtes pas pratiquant, vous avez quelque chose qui vous transporte. Il y a hors du temps. Il y a quelque chose qui se passe. C'est le berceau des religions, moi, je suis allé aussi. Je ne sais pas c'est quoi, mais vous vous sentez sur un tapis d'air en train de découvrir cette ville et surtout la partie arabe. Est-ce que vous êtes rentré à la mosquée Al-Aqsa? Bah oui, il est rentré à la mosquée Al-Aqsa, bien sûr. Bien sûr. Appelez-moi tout à l'heure hors antenne. Ouais, c'est bon, c'est pas une agence de voyage ici. Non, pas pour l'agence de voyage. Moi, j'y suis rentré, moi, personnellement. Non, mais pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait à la mosquée Al-Aqsa. J'ai même rencontré le mufti. Merci, non, Méziane. c'est extraordinaire. Il faut pas merci, que. Christophe. C'est vrai qu'avec le passeport algérien, ça pose des difficultés. Votre fils, est-ce que. Bon, agence de voyage, je termine. Si votre fils il a un passeport algérien, il ira en Algérie avec son passeport algérien et le passeport français, et il va dans les autres pays. Absolument. Bon, alors, Exactement. le traitement, mon Kader Chiban, le traitement de la sphère médiatique en France sur le conflit en Ukraine pour en terminer. Et je dois dire au-delà, sans te tacler directement, de certains partis, comme le tien, Europe Écologie Les Verts, a été très virulent vis-à-vis de la Russie. Très virulent. À la limite, ça, c'est le point de vue d'un parti politique. Ce qui est plus inquiétant, c'est les médias. Dans un pays de pluralisme, et c'est vrai que quand on voit les débats, quand on voit les oppositions, il n'y a pas vraiment de pluralisme dans les médias. Après qu'un parti politique ait des positions, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir des chaînes et des journaux totalement différents, ils vont de droite à gauche, ils sont à peu près tous d'accord. Je suis assez d'accord avec toi qu'il n'y a pas un vrai débat sur la guerre en Ukraine, sur la complexité de ce conflit, parce qu'il est complexe. Sur la Russie, qui est un agresseur, mais ça pose la question de l'OTAN. C'est jamais posé de cette manière, c'est vrai. Et du coup, on nous prend un peu pour des cons. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne fait pas appel à l'esprit critique des citoyens. Les gens ils sont assez grands pour comprendre que c'est plus complexe que ça en a l'air. Non, mais on a l'impression que tous les médias, Audrey, le matin, les chefs de rédac se réunissent entre eux en disant tiens, telle ligne, tout le monde se suit, quoi, finalement. Tout le monde est tu sais que les rédactions, ils lisent les journaux ils lisent des trucs. J'ai l'impression, mais c'est une monogamie. Ils sont tous ensemble. Ils sont pas en contact avec la société. Comment ça fonctionne un comme journal, dit BG Dream, tous ensemble. Ils reçoivent les informations des agences de presse. Donc effectivement, les agences de presse, ils sont aussi anglais d'une certaine façon. Donc forcément, ça va influer sur aussi les angles qu'ils vont adopter. Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord, je te rejoins là-dessus. On en parlait tout à l'heure. L'abord de ce conflit-là n'est pas pluriel. Enfin, il n'y a pas de pluralité et c'est dommage. C'est plus que regrettable. Ça manque d'analyse, quoi, de spécialistes, de vrais spécialistes, évidemment. On nous parle de liberté de la presse, excuse-moi. Henri. Et pour aller dans ton sens, Christophe, moi en fait, ça ne me surprend pas que beaucoup de médias, et même la majorité des médias, aient cette approche-là, parce que malgré tout, dans ce conflit-là, on est un peu partie prenante, entre guillemets, dans le sens où... Oui, c'est du politiquement correct. Voilà, on est dans le politiquement correct, on est, entre guillemets, sponsor de l'Ukraine, et donc la vision qu'on est en train de donner, c'est une vision très occidentale. Pour autant, et c'est là où je te l'accorde, c'est que derrière ce conflit, au-delà juste d'un agresseur et d'un agressé, il y a toute une histoire. Et toute une histoire qui dépasse ne serait-ce que cette seule guerre. Derrière, il y a évidemment tout le lien avec la fin du bloc soviétique, l'histoire de l'extension de la zone de l'OTAN, et c'est ça aussi qu'il faut raconter pour que les gens comprennent. T'as dit un mot exact, c'est une histoire. Une histoire, c'est un début. Et exactement. Et là, on reste figé. Au milieu, exactement. On perd un peu les éléments. Voilà, un instant T. Et c'est une erreur fatale. Et vous y rajoutez juste un petit détail. Les enquêtes policières disent chercher la femme, chercher l'argent. Là, dans les médias français, c'est chercher l'argent. Vous avez 5 milliardaires qui sont propriétaires de tous les médias. Il y a le monopole, Et ces milliardaires qui tiennent les médias,
peut-être qu'au fond d'eux-mêmes... Qui sont des industriels et pas des journalistes, on est d'accord. Oui. Non, mais peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec cette ligne, sauf que eux, ils travaillent avec un État, un gouvernement, et ne peuvent pas se permettre d'aller dans des positions éditoriales contre ce que l'État, qui leur fournit tous les contrats industriels, fait. Donc, ils attendent que l'État... C'est ce que je disais, c'est des industriels. Ils attendent que l'État parle, et ils donnent consigne. J'entends ce que vous dites, sauf que quand on entend un autre son de cloche d'une personne qui peut être invitée à un plateau, qui va donner une autre vision, un autre regard, une autre perception du conflit, elle est invitée une fois, elle revient pas, quoi. Parce que dans ce milieu-là, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, c'est pas 1, 2, 3, c'est 1 tout seul. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, Audrey, on laisse pas place, si tu veux, à une espèce d'analyse différente. Mais bien sûr, et pour on laisser au lecteur ou à l'auditeur ou au téléspectateur pouvoir se forger une opinion. Voilà, si tu vas pas chercher un peu ce qui se passe dans la presse étrangère, ou si tu vas pas traîner un petit peu sur les différents contacts sur Twitter et compagnie, bah tu vas te rester finalement formaté à la position occidentale et franco-française, quoi. Ouais, il y a certains intervenants qui arrivent quand même à s'exprimer. On a Pascal Boniface quand même qui arrive à s'exprimer, mais lorsqu'il dit certaines vérités, forcément ça crispe, on le voit sur le plateau, on le voit, ça dérange, et les seules réponses qu'on peut avoir, c'est pas des arguments, c'est pas des débats, c'est oui mais bon, excusez-moi, moi c'est pas un argument, ça, vous voyez, on est vraiment mais tu vois, c'est intéressant parce que j'ai échangé avec lui récemment, Pascal Boniface, il m'a dit je suis jamais invité à France Inter. Ils veulent pas l'inviter parce qu'ils savent très bien qu'il va développer un autre point de vue. Mais il n'y a pas que ce média, malheureusement. Non, mais c'est un exemple concret de ce que tu dis. Bien sûr qu'il n'y a pas que ce média. Moi, je regarde régulièrement, c'est ce que je regarde LCI. Ça m'intéresse parce qu'ils sont un peu plus internationaux. LCI, pardon, mais non, mais justement, ils sont 10 autour d'une table. Mais alors, c'est peut-être les moins, on va dire. Ouais, ils sont 10 autour de la table. Ils disent. Ouais. Ah non, mais c'est les pires. Non, ce que je veux dire, voilà, c'est ça que je veux dire. On n'est pas sur CNews, parce que j'arrive pas à regarder, mais on en parlera tout à l'heure, c'est trop violent. Mais LCI. Non, mais tu as raison. Mais LCI, je regarde, ils se succèdent à croire que c'est une partition de musique. Ils disent tous la même chose. Ils sont 10. On peut pas penser à 10 la même chose quand même. Le monde, il est complexe. Ça, je suis impressionné. Est-ce qu'ils se mettent d'accord avant? C'est quand même incroyable cette endogamie. Alors, juste sur France Inter. Alors, France Inter est la radio qui donne le plus d'opinion et de diversité et je vous le confirme, en professionnel. Mais oui, pour ça, je suis attendez, étonnée. Voilà. Mais si... international. Non, surtout. Par contre... quand ils ont quelqu'un dans le nez, ils l'invitent plus. C'est ça. Ils invitent systématiquement, comment il s'appelle, Védrine et Du Villepin, qui ne sont pas dans la ligne de CNews. Et pourtant, ils viennent régulièrement développer. Et donc, France Inter, s'il y a une radio en France à laquelle on ne peut pas reprocher, j'allais dire, de donner un seul son de cloche, c'est France Inter qui peut le donner dans les journaux, la rédaction, l'AFP, les dépêches, mais dans les invités, il y a quand même une pluralité de points de vue. Première radio de France. Il faudrait qu'ils invitent Salah Hamouri, qui a été... Ça, c'est autre chose, ça. C'est une vraie histoire. Et Christophe, aussi par rapport à ce que tu disais, juste pour compléter par rapport aux analyses, dès le début du conflit, l'une des seules choses sur lesquelles les grands médias se sont focalisés, c'est il y a une bombe dans telle ville, ou il y a eu telle victime dans telle... Évidemment, c'est important, c'est de l'information. Mais au-delà de l'information, il n'y a jamais justement se raconter cette histoire, cette analyse. Et donc, on reste toujours sur des analyses sensationnalistes qui vont appeler à, si tu veux, la détestation russophile, mais derrière, où tu ne comprends jamais, jamais le début de l'histoire. Ça, malheureusement, c'est le côté pervers de l'info en continu. Parce que quand tu regardes, sincèrement, tu vas regarder pendant 1 heure, une tranche horaire pendant 1 heure, ils disent exactement la même chose, seulement de façon différente, voilà, clairement. Mais ce qui est quand même perceptible, et je vous invite à regarder de temps en temps les différences qu'il y a dans le traitement des autres pays européens, c'est que plus on va dans l'Est, et plus il y a soit de l'analyse, soit de la mesure. Oui, c'est vrai. Et donc, pour revenir au débat du début, ça montre aussi qu'on a une Europe plurielle qui est complètement difficile à cerner, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays dans l'Union européenne qui ont des relations assez fortes avec la Russie. Et dans le traitement des médias, ça se voit aussi. C'est pour ça qu'on est quand même très loin d'une Europe fédérale, quand même. Ah oui, on est tous d'accord, évidemment, sur ce sujet. Donc, on en reparlera demain, si vous le voulez bien, pour les événements marquants de l'année 2022, parce que ça en est un, évidemment. Bien que nous ayons analysé ensemble et collectivement que, pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait proche de la paix. On l'espère et on y aspire, évidemment. En premier lieu pour le peuple, bien entendu. Ukrainien qui, pour le coup, a été, il faut le dire, très très bien accueilli en France. On va pas leur reprocher, mais
peut quand même se poser quelques questions, Kader, de différence d'accueil en France entre des migrants venus de certains endroits du monde et d'Ukraine. C'est quand même pas la même chose. Non, mais tu as raison. En France, tout le monde n'est pas... Il n'y a pas d'égalité vis-à-vis des pays. Regarde récemment, ne serait-ce que la fusillade des Kurdes. Ouais. Qu'un président de la République ne se rende pas sur place, c'est scandaleux. Bien sûr. C'est indigne d'un président de la République. Ben, c'est la même chose. Malheureusement, on fait la différence entre des nationalités. Il y a des bons migrants, des bons immigrés, puis il y en a des moins bons. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Tu trouves que le président aurait dû se... Oui, oui. Ah ouais, je suis persuadé dans une autre situation, il l'aurait fait. Au cœur de Paris, une fusillade, peu importe qui en a responsable. Arrête de dire fusillade, toi tu reprends les termes de ce qu'on entend partout, c'est pas une fusillade. C'est quoi, c'est du terrorisme? Une fusillade, c'est ce que c'est une fusillade? Non mais... Non mais est-ce que tu sais ce que c'est une fusillade? Laissez Christophe vous développer. Non mais une fusillade, c'est des tirs d'armes croisés. Oui. D'accord, là c'est un mec, un débile, qui a pris une arme et qui a tiré sur tout le monde. Il a tenté la là, terreur. Alors attends. Christophe, là, si mais là, on fait la sémantique... Bah oui, bah excuse-moi, la sémantique c'est important. Oui, mais je veux revenir dessus. Fusil, oui, mais fusillade, reprends le terme. Excusez-moi, André, fusillade, c'est deux clans ou deux personnes ou deux groupes qui se tuent mutuellement. C'est dans la rousse. Par exemple, je prends ma mitraillette, tu prends ta mitraillette, on va se fusiller. Non mais j'entends, mais là... Christophe, je reprends les mots. Je vais reprendre les mots. En tout cas, un président de la République, sur un acte raciste, c'est un acte raciste, terroriste, on peut l'appeler comme on veut. Moi, peu importe. Moi, j'étais à la manifestation le lendemain. Non, pas peu importe. Je suis désolée. Mais pas peu importe. C'est pas raciste. Ah mais... Oui, bon, allez, vas-y, Kader. Si vous voulez, vous me reprenez sur les mots, mais on en oublie le président. Moi, je suis pas le président de la République. Oui, non mais... Ça se saurait. Au cœur de Paris, il y a des morts au cœur de Paris. Il y a des morts au cœur de Paris. C'est des êtres humains, qu'ils soient kurdes, peu importe la nationalité, leur culture. Et finalement, en France, on fait la différence entre les gens. Et le président, il n'y va pas pour une raison précise. Laquelle? Eh ben, il fait plaisir à la droite, à l'extrême droite. Il fait plaisir à Erdogan. Il veut pas vexer qui que ce soit. Pourtant, c'est en France, c'est au cœur de Paris. C'est au cœur de Paris. Il doit s'y rendre. Il doit s'y rendre. Et ben c'est la même chose sur les Ukrainiens. On accueille les Ukrainiens avec grands bras ouverts. Et puis quand ils viennent d'Afrique, non, c'est pas la même chose. Je veux mettre quand même une petite étoile, Kader. Oui. Vas-y. Parce que fais gaffe avec tes étoiles. Ouais, non, mais j'aime bien les étoiles. Tu vas m'expliquer ton étoile. Aujourd'hui, je suis inspiré sur les étoiles. C'est important d'avoir des étoiles. Vas-y. Donc il pense toujours à des étoiles. Vas-y, Henri. Ça dépend de quelle couleur. Sans l'étoile. Mais l'étoile, c'est que sur l'accueil des Ukrainiens, et je l'ai vu en arrivant à la radio. Ouais. Ah bon, on a une protection particulière pour les Ukrainiens qui arrivent du conflit. Par contre, pour les étrangers qui vivent en Ukraine, il n'y a pas cette protection. Donc, très concrètement, je vous dis, il y a énormément d'étudiants africains, par exemple, en Ukraine, qui ne peuvent pas venir en France parce qu'ils n'ont pas la même protection que les Ukrainiens. Donc même dans ce conflit-là, il y a des bons quand même. Exactement, il y a un traitement qui est particulier. parce qu'ils ne sont pas ukrainiens, Henri. C'est ce qu'on dit. Oui, mais habitent en Ukraine. Oui, d'accord, mais ils ne sont pas ukrainiens. C'est la nationalité qui compte malheureusement. Exactement. Ils vivent le conflit. Voilà, c'est des êtres humains. Très bien. En un mot, est-ce que le président aurait dû se rendre à Paris, Tarek? Moi, je pense que symboliquement, oui, puisque à chaque attentat, j'allais dire, qualifié après de terroriste ou pas, on se rend. Quand on se rend, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme disait Chirac, c'est exactement ça, quand on touche un juif, on touche toute la France. Et donc, le message serait, quand on touche un citoyen ou un résident en France, on touche toute la France. Et ça, dans ce sens-là, notre ami Kader a raison. Le président de la République, il va. Plus grave, excusez-moi, je me lâche un peu. Vas-y. Le ministre de l'Intérieur, il va. Il dit, non, il dit j'y viens à la demande du président de la République. C'est-à-dire que si le président de la République n'a pas dit au ministre de l'Intérieur d'y aller, le ministre de l'Intérieur ne serait pas venu non plus. C'est dramatique. C'est dramatique. Non, c'est vrai. Mounir est avec nous, 01 40 33 9 000. Bonjour Mounir. Oui, bonjour Christophe. Bonjour à tous les invités et à tous les auditeurs. Voilà, j'avais une petite remarque à faire, Christophe. Concernant les faits qui ont été commis malheureusement vis-à-vis des Kurdes à Paris. Voilà, moi je tiens absolument à alerter sur un point, c'est que les premiers responsables évidemment c'est ceux qui commettent les crimes, c'est évident, mais il faut surtout ne pas oublier que les deuxièmes responsables c'est aussi les médias, parce que pour ne pas citer CNews, pour ne pas l'appeler Fox News, quand on écoute les chroniqueurs, quand on écoute le déferlement de haine vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis des immigrés en général, franchement, quand on est un bon Français, quand on est en train de regarder la télé, on devient forcément raciste.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que vous dites. Et c'est très intéressant, Mounir. Et merci d'avoir souligné cela et d'avoir appelé. Audrey, est-ce que finalement, ce que dit Mounir est intéressant? Il nous dit voilà, évidemment, le premier lieu, c'est le tueur, bien entendu. La responsabilité principale, c'est lui. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème de banalisation de la pensée raciste ou xénophobe qui aujourd'hui invite à commettre des actes comme celui-ci, par exemple? Exactement, on a un exemple précis. Oui, mardi dernier à Évry. Oui. Je l'ai survolé, hein, mais il a tiré sur un type qui a tiré sur une gamine de 13 ans et pour justifier son acte, il a dit voilà ce qui s'est passé à Paris, ça m'a donné la force de passer à l'acte. Bon, et ben après ça, voilà. Ouais. Je crois que c'est clair. Non, mais la banalisation de c'est la banalisation. Tout à fait. C'est la banalisation. On est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Je rappelle quand même que le tueur, c'était où? En Irlande, je crois. Non, pas en Irlande, en Nouvelle-Zélande. Oui, Nouvelle-Zélande. De la mosquée qui avait fait 50 morts. Exactement. Était venu un peu s'inspirer de grands pseudo-penseurs en France, ici, malheureusement, notamment Zemmour et Camus, je crois. Les grands penseurs. Les grands penseurs, bah oui, entre guillemets, évidemment. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que la banalisation de la parole de l'extrême droite et du racisme, de la xénophobie, a aussi sa part de responsabilité aussi. Alors justement, ça tombe bien, on va en parler dans un instant. Le dérapage sur CNews, ça fait polémique sur les réseaux sociaux depuis que ce dérapage a eu lieu, et il est signé d'un ancien président d'un grand club, l'Olympique de Marseille, Jean-Claude Dacier, qui s'est lâché terriblement sur CNews. Un énième dérapage sur CNews. J'ai envie de poser la question, que fait l'ARCOM? On y revient.